L'Algérie a salué la reconnaissance par le président français de l'assassinat par l'armée française d'Ali Boumedienne. Ce nationaliste algérien était devenu une icône pour ses citoyens. Au Ghana, la Cour suprême déboute l'opposant John Mahama. La haute juridiction a rejeté la plainte déposée par le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 7 décembre dernier. En Bolivie, un homme de 30 ans a survécu pour la deuxième fois à un accident. Le bus qui le transportait ainsi que d'autres passagers a fini sa course dans un ravin. Le miraculeux s'en sort indemne. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Ainsi se présente le sommaire de cette édition du 5 mars. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Ghana. La Cour suprême déboute l'opposant John Mahama. La haute juridiction a rejeté la plainte déposée par le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 7 décembre dernier. John Mahama, en effet, contestait les résultats de ce scrutin. Reportage. Le parti de John Mahama, le Congrès national démocratique, avait déposé un recours au lendemain de la présidentielle du 7 décembre 2020 pour invalider la victoire de Nana Akufo-Addo, dénonçant un scrutin frauduleux et réclamant une nouvelle élection. L'accusation de bourrage des urnes n'a pu être étayée par des preuves crédibles. Nous n'avons donc aucune raison d'ordonner une nouvelle élection. Nous rejetons ainsi cette plainte car jugée sans fondement, a déclaré un juge de la Cour suprême à Accra. Selon la commission électorale, le président Nana Akufo-Addo a été élu avec 51,59% des voix contre 47,36% pour son prédécesseur et opposant John Mahama du NDC. Seuls 515 524 voix séparaient les deux candidats. Selon les observateurs internationaux et locaux, le scrutin s'était déroulé globalement dans le calme. 5 personnes avaient cependant été tuées dans des violences le jour du vote et du dépouillement d'après la police. Hormis ces incidents, l'élection avait été de manière générale saluée comme un exemple en Afrique de l'Ouest, en proie récemment à plusieurs scrutins violents et contestés, notamment en Côte d'Ivoire voisine. Ces deux vieux adversaires politiques s'affrontaient pour la troisième fois, avec lors des deux précédents scrutins des résultats également serrés. Au Bénin, l'opposante Rekiat Madougou, candidate recalée du parti Les Démocrates à la présidentielle du 11 avril prochain, a été interpellée par la police ce mercredi. Elle revenait d'un meeting de l'opposition animé à Porto Novo, la capitale. Il lui est reproché le financement présumé de projets d'assassinat de personnalités politiques, selon les explications du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ce que rejettent systématiquement ses avocats. Reportage. Aujourd'hui, l'honorable Soui est traqué. Dernière apparition publique de Rekiat Madougou avant son interpellation par la police mercredi soir. La candidate du parti d'opposition Les Démocrates, recalée pour le prochain scrutin présidentiel, venait de finir un meeting aux côtés d'autres candidats de l'opposition tout aussi recalés à Porto Novo, la capitale du Bénin. À la sortie du meeting, il a fallu la mobilisation de la foule pour exfiltrer les leaders d'un dispositif de policiers détachés sur les lieux. Quelques minutes plus tard, ces policiers rattrapent le véhicule les transportant à la sortie de la ville. Selon des témoignages, Joël Aïvo et Moïse Kérékou seront débarqués du véhicule par les forces de l'ordre. Rekiat Madougou, elle, y aurait été maintenue, puis conduite dans une brigade où elle passera la nuit. Le lendemain, jeudi, c'est le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, CRIET, qui monte au créneau pour informer des faits reprochés à Rekiat Madougou. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekiat Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. En substance, un projet d'assassinat de personnalités politiques, selon le procureur. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière.
La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Rekiat Madougou, présenté au procureur, est pour le moment retourné en garde à vue. Après leur libération, les élèves enlevés dans le village de Zamfara retrouvent leur famille. Moment d'émotion aussi bien pour ces adolescentes que pour leurs parents retrouvés. Enfin, elles retrouvent leurs parents. Un soulagement après ce rapt qui aurait pu leur coûter la vie. La plupart des 279 adolescentes de 12 à 16 ans environ, enlevées la semaine dernière par des groupes armés dans ce village de l'état de Zamfara, pleuraient à chaudes larmes lorsqu'elles ont pu enfin serrer leurs parents dans leurs bras. L'attente a été insupportable pour certains. Ces fonctionnaires sont exaspérants. Il a fallu attendre la fin de leur discours pour récupérer enfin nos enfants. C'est scandaleux. Ils savent que les routes ne sont pas sûres, mais ils s'en fichent. Si nous partons tard et nous sommes à nouveau kidnappés avec nos filles, le sauvetage des filles n'aura servi à rien. Dans la foulée, le convoi officiel a même été attaqué par d'autres furieux de l'insécurité persistante dans le nord du Nigeria. N'empêche, la joie des parents était indicible. Je n'ai pas pleuré quand les filles ont été kidnappées. J'ai continué à prier, mais je n'ai pas pu retenir mes larmes quand je les ai vues aujourd'hui. Si mes parents disent que je dois retourner à l'école, j'y retournerai. Et s'ils disent que je ne dois pas, je ne le ferai pas. Les adolescentes ont été libérées dans la nuit de lundi à mardi, après 4 jours de captivité dans des conditions épouvantables et une marche épuisante. L'Algérie a salué la reconnaissance par le président français de l'assassinat par l'armée française d'Ali Boumedienne. Ce nationaliste algérien était devenu, à un moment donné, une icône pour ses concitoyens. Alger accueille avec les aveux d'Emmanuel Macron avec satisfaction. Reportage. Le président Emmanuel Macron a reconnu mardi au nom de la France que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumedienne avait été assassiné et torturé par l'armée française pendant la bataille d'Alger en 1957. Des propos salués par Alger. L'Algérie a enregistré avec satisfaction l'annonce du président Emmanuel Macron de sa décision d'honorer le combattant et martyr Ali Boumedienne, a indiqué la télévision publique à l'ouverture de son journal de la mi-journée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de bonnes intentions et de la volonté sincère d'intensifier le dialogue entre la France et l'Algérie concernant l'époque coloniale. À travers une telle initiative, il est possible pour l'Algérie et la France d'aller de l'avant dans la construction de relations stables et sereines, une réconciliation véritable et une coopération multiforme. L'aveu de l'assassinat d'Ali Boumedienne, maquillé à l'époque en suicide, fait partie des gestes d'apaisement recommandés par l'historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie afin de résoudre les tensions autour de la mémoire de ce conflit. Alors que le 60e anniversaire de la fin de la guerre de l'indépendance de l'Algérie sera célébré en 2022, la réconciliation des mémoires est un dossier prioritaire entre Alger et Paris. Parce que le sujet est beaucoup plus vaste. Le Rwanda a reçu environ 100 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus. Le pays devient ainsi le premier de l'Afrique à recevoir ce vaccin. Reportage. Le Rwanda est devenu mercredi le premier pays d'Afrique à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus avec la livraison d'environ 100 000 doses. Ce pays d'Afrique de l'Est de 12 millions d'habitants avait reçu plus tôt mercredi 240 000 doses du vaccin AstraZeneca. Une première livraison dans le cadre de l'initiative COVAX, dispositif qui vise à fournir des injections anti-Covid aux pays à faible revenu. Selon le ministre de la Santé, les 340 000 doses reçues au total mercredi seront acheminées dès jeudi depuis un entrepôt biomédical vers les hôpitaux du secteur, puis vers des centaines de centres de santé disséminés à travers le pays et seront administrées à partir de vendredi. Elles permettront d'immuniser environ 171 500 personnels de santé ainsi que d'autres populations prioritaires, comme les personnes de plus de 65 ans ou souffrant d'affections de longue durée. Le Rwanda a commencé à vacciner en février les groupes les plus exposés, comme les travailleurs de la santé, après s'être procuré 1000 doses du vaccin du laboratoire américain Moderna.
Le pays prévoit de vacciner 30% de sa population cette année et 60% d'ici la fin 2022, a indiqué le ministre de la Santé, Daniel Ngamidje. Le pays a effectué plus d'1 million de tests de dépistage du coronavirus et a détecté un peu plus de 19 100 cas pour 265 décès. Le Rwanda a imposé certaines des mesures anti-coronavirus les plus strictes du continent, avec un arrêt total de l'activité dans le pays en mars 2020 et un reconfinement de la capitale Kigali en janvier 2021. En Bolivie, un homme de 30 ans a survécu pour la deuxième fois à un accident. Le bus qui le transportait ainsi que d'autres passagers a fini sa course dans un ravin. Le miraculeux s'en sort indemne comme c'était le cas en 2016 lors d'un accident d'avion. Reportage. C'est un miraculeux que décrit la presse bolivienne. Un mécanicien aéronautique, Erwin Tumiri, un des 6 survivants du crash qui avait décimé le club brésilien Chapecoense en 2016, a survécu mardi à un grave accident d'autocar dans son pays qui a fait 21 morts. L'accident est survenu dans la matinée sur une route reliant les départements de Cochabamba et Santa Cruz à l'est du pays. L'autocar est tombé dans un ravin de 150 mètres. Au moins 21 personnes sont mortes et 30 ont été blessées. Je me sens béni, je rends toujours grâce à Dieu, a déclaré le rescapé de 30 ans. Erwin Tumiri faisait partie de l'équipage de l'avion d'une compagnie bolivienne qui s'était écrasée le 28 novembre 2016 en Colombie et avait causé la mort de 71 personnes. Parmi elles, 19 joueurs du club brésilien Chapecoense qui se rendaient dans la ville colombienne pour disputer la finale du match aller de la Copa Sudamericana. Outre le jeune mécanicien, 3 joueurs de l'équipe avaient également survécu, ainsi qu'une hôtesse et un journaliste brésilien décédé depuis. Les accidents d'autocar, principal moyen de transport pour de longues distances, sont fréquents en Bolivie. En septembre dernier, 19 personnes étaient décédées lorsque leur autocar s'est abîmé dans un précipice. Voilà, c'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Restez informés à chaque instant sur SICA.